Un millionnaire voit un jeune mendiant nourrir sa fille en fauteuil roulant, et cela change sa vie. Antonio Méné observait avec inquiétude les médecins entrer et sortir de la chambre de sa fille unique, Sofia. Âgée de 2 ans, elle souffrait d'une maladie neurologique rare qui la confinait à un fauteuil roulant. Ces dernières semaines, elle refusait de s'alimenter, laissant tous les résidents de cette luxueuse maison en état d'alerte permanent. C'est alors qu'il se souvint de cette scène du parc de la Billetée, en Espagne, qui lui semblait désormais si lointaine. Le millionnaire se cachait derrière un arbre, observant sa fille, partie au parc avec la nounou. Antonio vit un garçon maigre et basané, vêtu seulement d'un short en jean usé, s'approcher de Sofia, un morceau de pain à la main. La nounou, Lucia, était distraite par son téléphone portable et, avant même qu'Antonio puisse crier, le garçon donnait déjà des morceaux de pain à sa fille. « Pour qui te prends-tu pour toucher à ma fille ?» cria Antonio en courant vers les enfants. « Tu dois être sale, couvert de maladies. » Le garçon, qui ne devait pas avoir plus de 4 ans, regardait, les yeux écarquillés et effrayés, Antonio le poussait brutalement hors du fauteuil roulant de Sofia. La nounou, désormais alerte, semblait confuse et gênée d'avoir été prise en flagrant délit de négligence. « Pardonnez-moi, monsieur Antonio. » J'ai détourné le regard une seconde, supplia Lucia tandis qu'Antonio vérifiait l'état de Sofia. « Tu es viré, déclara-t-elle sans regarder la nounou. Sors tes affaires de la maison aujourd'hui. » Lucia se mit à pleurer, mais Antonio l'ignora. Son attention se porta sur le garçon qui tenait toujours le petit pain. Une vieille femme maigre, le visage ridé par le soleil, courut vers eux. « Excusez-moi, monsieur, haletat-il. Peter ne l'a pas fait exprès. Il voulait juste partager le pain que nous avons reçu aujourd'hui. » Antonio regarda la femme et l'enfant avec mépris. « Éloignez cette fille de ma fille, » prévint-il en soulevant Sofia et en la plaçant dans son fauteuil roulant. « Sortons d'ici. » Tandis que le chauffeur emmenait Antonio et Sofia, le millionnaire regarda par la vitre teintée. Il vit le garçon prénommé Pedro tenir la main de la femme, probablement sa grand-mère, tandis qu'il regardait la voiture s'éloigner. Mais ce qui l'intriguait, c'était de voir Sofia se retourner, comme si elle cherchait l'enfant qui l'avait nourri. C'était la première fois depuis des semaines que sa fille s'intéressait à quoi que ce soit ou à quelqu'un. Dans les jours qui suivirent, l'état de Sofia se dégrada considérablement. Antonio fit appel aux meilleurs spécialistes du pays, mais aucun ne parvint à faire manger la jeune fille correctement. Elle refusa quiconque tentait de la nourrir, y compris son propre père. « Monsieur Méné, il faut qu'on parle », a déclaré le docteur Ceciliario, la neurologue qui suit Sofia depuis son diagnostic. « L'état de votre fille se détériore en raison de son refus de s'alimenter. Si cela continue, nous devrons envisager une alimentation par sonde. » Antonio passa sa main dans ses cheveux gris avec frustration. « Faites ce que vous avez à faire, docteur. » « L'argent n'est pas un problème, » répondit-il, comme il le faisait toujours lorsqu'il s'agissait de la santé de Sofia. Le docteur Cecilia, une femme d'âge moyen au regard bienveillant, semblait hésitante. « Monsieur Méné, ce n'est pas seulement un problème médical. Votre fille semble triste. Les enfants, même avec des limitations neurologiques comme celle de Sofia, réagissent à l'affection et au contact humain. » Antonio plissa les yeux sur la défensive. « Voulez-vous dire que je ne donne pas assez d'affection à ma fille ?» demanda-t-il avec irritation. « Pas du tout, » répondit calmement le médecin. « Je veux juste dire que Sofia a peut-être besoin de quelque chose que nous ne pouvons pas identifier. » Après le départ du médecin, Antonio se retrouva seul dans le grand bureau de sa maison de Val Alto, un quartier huppé d'Espagne. À 52 ans, il avait bâti un empire dans le bâtiment. Mais depuis que sa femme, Claire, l'avait quitté peu après la naissance de Sofia, sa vie semblait se détériorer. Nicolas, le chauffeur qui travaillait pour la famille depuis plus de 10 ans, a frappé à la porte du bureau. « Excusez-moi, patron, » dit-il en entrant prudemment. « Puis-je vous parler ?» Antonio lui fit signe d'entrer sans grand intérêt. « C'est à propos de la petite Sofia, » continua Nicolas. « Je l'observe. Enfin, elle n'arrête pas de regarder par la fenêtre quand on passe devant le parc La Billetée.
Et alors, demanda Antonio, irrité par l'intervention. Eh bien, je pensais à ce jour avec le bébé. La dame souriait quand il la nourrissait, n'est-ce pas? Je ne l'avais jamais vu sourire comme ça. Antonio resta silencieux un instant, se souvenant de la scène. C'était vrai. Sofia sourit quand cet enfant des rues s'approcha d'elle. Que proposes-tu, Nicolas? Demanda-t-il plus calmement maintenant. Peut-être que nous pourrions trouver ce type et voir s'il a un effet sur Sofia. Antonio rit avec dédain. Tu es fou de vouloir ramener un enfant des rues à ma fille. C'est pas vrai. Nicolas baissa la tête en signe de résignation et quitta le bureau, mais le doute était déjà planté dans l'esprit d'Antonio. Et si ce garçon était vraiment spécial pour Sofia? Et si c'était la clé pour la faire manger à nouveau? Ce soir-là, alors qu'il essayait en vain de faire manger quelques cuillères de flocons d'avoine à Sofia, Antonio remarqua quelque chose de différent dans le regard de sa fille. Ce n'était ni du rejet ni de l'apathie, comme ces derniers jours. C'était de la nostalgie. Comment une fillette de 2 ans souffrant de troubles neurologiques pouvait-elle ressentir de la nostalgie pour quelqu'un qu'elle n'avait rencontré qu'une seule fois? Sophie, mon amour, tu dois manger, supplia-t-il. Mais la jeune fille détourna à nouveau le visage. C'est alors qu'elle prit une décision, elle devait retrouver ce garçon, ne serait-ce que pour lui prouver qu'il avait tort. Le lendemain matin, Antonio a appelé Nicolas dans son bureau. Je veux que tu retrouves le garçon du parc, dit-il sans détour. Je veux le voir ici. Nicolas ne put cacher sa surprise. Tu es sûr? Non, je ne suis pas sûr, admit Antonio, mais je ne sais plus quoi faire. Cher auditeur, si vous avez aimé l'histoire, n'oubliez pas de laisser un j'aime et, surtout, de vous abonner à la chaîne. Cela nous aide beaucoup, surtout quand on débute. Poursuivant sa route, Nicolas passa les 2 jours suivants à fréquenter le parc La Billetée, à la recherche du garçon et de sa grand-mère. Finalement, l'après-midi du 3e jour, il les retrouva. Ils étaient assis sur un banc et partageaient un petit paquet de biscuits. Excusez-moi, s'approcha doucement Nicolas. Vous vous souvenez de moi? Je suis le chauffeur de monsieur Antonio Méné. La vieille femme serra le bras du garçon pour le protéger. Que attendez-vous de nous? Demanda-t-elle avec méfiance. Oh, votre patron a déjà causé assez de problèmes. Nicolas s'agenouilla pour se mettre au niveau de Peter. Bonjour, petite. Tu te souviens de la fille en fauteuil roulant? Sofia. Les yeux du garçon s'illuminèrent de reconnaissance. La fille qui ne parle pas est comme ça. Elle aimait mon pain. Oui, c'est elle, confirma Nicolas avec un sourire. Elle est malade, tu sais? Elle ne veut rien manger. Les médecins sont très inquiets. La dame le regardait toujours avec suspicion, mais il pouvait voir l'inquiétude dans ses yeux. Et qu'est-ce que cela a à voir avec nous? Demanda-t-elle. Eh bien, monsieur Antonio, mon patron, veut que Pedro vienne rendre visite à Sofia. Peut-être qu'elle mangera s'il la nourrit. La grand-mère de Pedro éclata d'un rire amer. D'abord il nous traite comme des ordures, maintenant il veut notre aide? Demanda-t-elle avec indignation. Nicolas soupira. Madame Elvira Sosdo. Madame Elvira, je comprends votre colère, mais c'est un enfant malade. L'état de Sofia pourrait empirer si elle ne mange pas bientôt. Madame Elvira regarda son petit-fils, qui semblait intrigué par la conversation des adultes. Le petit est malade, grand-mère, demanda Pedro, inquiet. Je peux lui redonner mon pain. Le cœur de Doña Elvira se serra. Même si elle détestait l'idée d'aider cet homme riche et arrogant, elle ne pouvait refuser son aide à un enfant malade, surtout quand son petit-fils semblait si disposé à l'aider. D'accord, finit-il par accepter. Mais tu nous amèneras ici, et tu nous ramèneras. Et si ton patron maltraite encore mon petit-fils, on ne reviendra jamais. Nicolas hocha la tête avec soulagement. Compris. Tu peux venir avec moi maintenant? La voiture est là. Il désigna la limousine garée près du parc.
Pedro n'avait jamais voyagé dans une voiture aussi grande et luxueuse. Son regard scrutait chaque détail de l'intérieur de la limousine tandis que Nicolas roulait vers le manoir de Val Alto. « Grand-mère, regarde tous ces boutons !» s'exclama le garçon en désignant le panneau de commande de la climatisation. Madame Elvira sourit devant l'enthousiasme de son petit-fils, mais son visage redevint sérieux lorsque la limousine s'arrêta devant la grande porte du manoir Menet. À leur arrivée, ils furent accueillis par Antonio dans le salon. L'homme semblait avoir vieilli de plusieurs années depuis leur rencontre au parc. De profondes cernes marquaient son visage et ses vêtements, bien que son teint paraisse ridé. « Merci d'être venu, dit-il sans regarder directement Doña Elvira ou Pedro. Sofia est dans la chambre. Suivez-moi, s'il vous plaît. » Le trio suivit Antonio à travers les couloirs luxueux du manoir jusqu'à une pièce décorée de motifs enfantins, mais qui ressemblait davantage à une petite unité médicale. Une équipe de surveillance encerclait le lit où Sofia gisait, pâle et le regard éteint. Une infirmière tentait en vain de lui faire avaler de la soupe. « Il n'a rien mangé depuis hier », lui a dit l'infirmière avec inquiétude. Pedro s'approcha timidement du lit. « Bonjour, mon petit », dit-il de sa voix enfantine. « Es-tu malade ?» À la surprise générale, Sofia tourna son visage vers Pedro. Ses yeux, jusque-là apathiques, semblèrent reprendre vie. Antonio fit un geste vers l'infirmière, qui lui tendit le bol de soupe. « Tu crois que tu peux le faire manger ?» demanda-t-il en tendant le bol à Pedro. Le garçon prit confiance et prit la cuillère. Il la porta délicatement à la bouche de Sofia. « Regarde, cette soupe est bonne, dit-il en souriant. On mangera ensemble. Un peu pour toi, un peu pour moi. » À la stupéfaction de tous ceux présents dans la salle, Sofia ouvrit la bouche et accepta la cuillerée de soupe. Pierre, tenant sa promesse, prit une petite cuillerée de la même soupe. « C'est bon, hein ?» demanda-t-il. Et Sofia a fait un peu de bruit. Cuillère après cuillerée, Pedro réussit à faire manger à Sofia presque tout le bol de soupe. À chaque cuillerée qu'il acceptait, le visage d'Antonio passait de l'incrédulité à l'espoir. Quand Sofia a finalement refusé de manger davantage, Pedro a mis le bol de côté et lui a souri. « Tu as tout mangé, maintenant tu vas être forte, » dit-il en touchant doucement le bras de la petite fille. Sofia, à la surprise de tous, en particulier de son père, esquissa un petit sourire. L'infirmière, une femme d'âge moyen nommée Béatrice, n'a pas pu retenir ses larmes. « C'est incroyable », a-t-il dit. Elle n'avait pas souri comme ça depuis des semaines. Antonio était sans voix. Comment ce garçon, qu'il avait si maltraité, a-t-il réussi à établir un lien que lui, le père, n'arrivait pas à créer avec sa propre fille? « Merci », dit-elle finalement à Pedro. « Tu m'as beaucoup aidé, ma fille. » Doña Elvira a regardé la scène avec le cœur lourd. Même si elle voulait détester cet homme riche et arrogant, voir son petit-fils aider un enfant malade adoucissait son cœur. Elle avait juste besoin d'un ami, murmura-t-il. Parfois, c'est tout ce dont nous avons besoin, que quelqu'un nous voit vraiment, a-t-il ajouté. Les mots de Doña Elvira ont frappé Antonio comme un coup de poing. Elle avait passé tellement de temps à rechercher des traitements médicaux, des soins coûteux et des spécialistes renommés qu'elle avait oublié que sa fille était avant tout une enfant qui avait besoin non seulement de soins médicaux, mais aussi d'affection et de relations humaines. « Tu pourrais revenir demain ?» demanda Antonio avec hésitation. « Je pense que ça plairait à Sofia. » Avant que Doña Elvira ne puisse répondre, Pedro secoua la tête avec enthousiasme. « Je veux jouer avec Sofia » s'exclama-t-il. « Je peux revenir demain, grand-mère ?» Madame Elvira regarda son petit-fils puis Sofia, qui semblait plus vivante qu'à leur arrivée. « On peut ? » « Oui », finit-il par accepter. « Mais seulement si monsieur Antonio envoie Nicolas nous chercher. Nous n'avons pas d'argent pour un taxi et le bus est trop long. »« bien sûr, répondit rapidement Antonio. « Nicolas viendra te chercher tous les jours si tu veux. » En fait, il hésitait comme s'il pensait à quelque chose. « Peut-être pourrions-nous parvenir à un accord plus permanent. »
Doña Elvira plissa les yeux avec méfiance. Quel genre d'arrangement? Eh bien, Sofia semble visiblement bien réagir à la présence de son petit-fils. On pourrait peut-être les embaucher pour venir tous les jours. Bien sûr que je paierai. Doña Elvira réfléchit un instant à la proposition. On verra bien, répondit-il finalement. Pour l'instant, prenons les choses au jour le jour. Lorsque Nicolas ramena Doña Elvira et Pedro au parc, Antonio resta près du lit de Sofia, surveillant sa fille qui, pour la première fois depuis des semaines, semblait dormir paisiblement. Qui l'aurait cru, ma princesse, murmura-t-il en caressant les cheveux blonds de la jeune fille. Ce petit garçon a fait ce qu'aucun médecin n'aurait pu faire. Au cours des jours suivants, une routine s'est établie. Nicolas venait chercher Doña Elvira et Pedro tous les matins et les ramenait chez lui. Là, Pedro passait des heures avec Sofia, la nourrissant, jouant avec elle de manière simple et lui racontant des histoires inventées dans son langage enfantin. Sofia s'épanouissait un peu plus chaque jour. Il a commencé à manger régulièrement. Son sommeil s'est amélioré et il semblait même faire de légers progrès moteurs, bougeant ses bras plus vigoureusement pour atteindre Pedro lorsqu'il s'éloignait. Antonio observait tout cela de loin, toujours incapable de comprendre pleinement le lien entre les deux enfants, mais profondément reconnaissant pour cela. Il a également commencé à s'intéresser à Doña Elvira et à Pedro, leur posant des questions sur leur vie, sur la façon dont ils s'étaient retrouvés dans la rue et sur ce dont ils avaient besoin. Mon fils, le père de Pedro, nous a abandonnés lorsqu'il a découvert que ma belle-fille était enceinte, a expliqué un jour Doña Elvira alors qu'il buvait un café dans la cuisine de la maison. Sa mère l'a soutenu jusqu'à ce que le garçon ait 2 ans. Puis elle a dit qu'elle n'était pas faite pour être mère et a disparu. Depuis, il ne reste plus que nous deux. Et toi, comment vas-tu? Demanda Antonio, sincèrement intéressé. Je ramasse les matières recyclables quand mes jambes me le permettent, répondit-il avec dignité. Et de bonnes âmes nous donnent à manger de temps en temps. Nous vivons dans une petite pièce dans un quartier à l'est de la ville. Antonio ressentit un pincement de honte. Lui, qui avait plus d'argent qu'il ne pouvait en dépenser en plusieurs vies, ne s'était jamais vraiment soucié de personnes comme Doña Elvira et Pedro avant l'incident du parc. Madame Elvira, je me demandais, commença-t-elle avec hésitation, pourquoi ne resteriez-vous pas ici avec Pedro? J'ai plusieurs chambres libres, et Sofia semble apprécier la compagnie du garçon. La vieille femme le regarda avec suspicion. Pourquoi? Demanda-t-il sans détour. Parce que toi, qui nous as traités comme des ordures ce jour-là au parc, tu veux maintenant nous donner un toit. Antonio soupira profondément. Parce que j'avais tort, admit-il, même si les mots semblaient difficiles à prononcer. Je t'ai jugé sur ton apparence, ton statut social, et maintenant je vois que ton petit-fils possède quelque chose que tout l'argent du monde ne peut acheter. La capacité de ramener ma fille à la vie. Doña Elvira réfléchit un instant à ces paroles. Nous ne voulons pas de charité, sonore Antonio, dit-elle finalement. Si nous restons, il faudra que ce soit un arrangement équitable. Je peux travailler. J'étais gouvernante quand j'étais jeune. Antonio hocha la tête, respectant la dignité de la femme. Bien sûr, elle peut être notre gouvernante, et Pedro sera le compagnon privilégié de Sofia. Ils auront leur propre espace dans la maison et un salaire équitable. Avant qu'ils ne puissent continuer leur conversation, ils furent interrompus par un cri provenant de la chambre de Sofia. Ils ont couru et ont trouvé l'infirmière Béatrice qui regardait les enfants avec étonnement. « Oh, monsieur Antonio, regardez !» s'exclama-t-il en désignant Sofia. La petite fille était dans son fauteuil roulant et, pour la première fois, elle déplaçait les roues de ses propres mains, suivant Pedro alors qu'il se déplaçait d'un côté à l'autre de la pièce, lui montrant ses jouets. « Elle n'a jamais fait ça avant, » dit Antonio, la voix étranglée par l'émotion. Les enfants sont capables de miracles lorsqu'ils reçoivent les encouragements nécessaires, a commenté Doña Elvira en souriant. On dirait que Sofia a trouvé sa motivation. Cette nuit-là, après de nombreux débats, Doña Elvira accepta la proposition d'Antonio. Elle et Pedro emménageraient dans la maison, où ils auraient un petit appartement attenant. Elle travaillerait comme gouvernante.
Pedro continuerait d'être le partenaire de Sofia, désormais à temps plein. Nous devons aller chercher nos affaires, dit Doña Elvira. Bien sûr, Nicolas t'emmènera demain, répondit Antonio. Le lendemain, lorsque Nicolas est arrivé avec Doña Elvira et Pedro à la petite occupation de la zone, le chauffeur a été choqué par les conditions dans lesquelles il vivait. Une petite pièce, pas de salle de bain, un matelas par terre et quelques cartons contenant ses rares affaires. « C'est ici que tu vis ?» demanda Nicolas, incapable de cacher sa surprise. « Oui », répondit Madame Elvira avec dignité. « Ce n'est pas grand-chose, mais c'est propre et c'est à nous. » Pedro courut vers l'une des boîtes et en sortit une petite voiture en plastique cassé, son seul jouet. « Je vais le montrer à Sofia », s'exclama-t-il joyeusement. Alors qu'il aidait à charger les quelques affaires de Doña Elvira et Pedro dans la voiture, Nicolas a remarqué qu'une vieille photographie devenait jaune. On y voit une jeune femme qui semble être Doña Elvira des décennies plus tôt, vêtue d'un uniforme de gouvernante, debout à côté d'une femme élégante devant une maison qui semble étrangement familière. Cette maison. Nicolas commença, intrigué. On dirait la maison de Lord Antonio. Doña Elvira prit rapidement la photo et la glissa dans son sac usé. C'était une autre vie, dit-elle sèchement. Allons-y. Sur le chemin du retour, Nicolas ne cessait de penser à cette photo. Il y avait quelque chose d'étrange dans cette photo, un lien qu'il ne comprenait pas vraiment. À leur arrivée au manoir, ils furent accueillis par un Antonio visiblement anxieux. Sofia n'a pas arrêté de demander des nouvelles de Pedro toute la journée, dit-il en aidant à décharger les cartons. Je ne l'avais jamais vue aussi communicative. Pedro courut à l'intérieur, impatient de montrer sa petite voiture à son nouvel ami. Doña Elvira observait la scène avec un mélange de joie et d'inquiétude. Les enfants formaient un lien fort, et elle craignait ce qui arriverait si, pour une raison ou une autre, ils étaient séparés à l'avenir. Tandis qu'ils s'installaient dans le petit appartement attenant, plus grand et plus luxueux que n'importe quel endroit où Doña Elvira et Pedro avaient vécu auparavant, la vieille femme ne pouvait s'empêcher de penser au passé, à ces étranges coïncidences de la vie qui l'avaient ramenée à cet endroit qu'elle avait juré de ne plus jamais revoir. « Grand-mère, regarde tout ce que nous avons », s'exclama Peter en explorant les pièces de sa nouvelle maison. « Il y a un lit rien que pour moi », sonora Elvira. Elle sourit, repoussant les souvenirs douloureux. « Oui, mon enfant. Maintenant, nous avons un meilleur endroit où vivre. » Au cours des semaines suivantes, une transformation remarquable s'est opérée, non seulement à Sofia, mais dans toute l'atmosphère du manoir. Ce qui était autrefois un environnement froid et stérile, dominé par des équipes médicales et des professionnels de santé distants, était désormais rempli de vie et de rires d'enfants. Sofia faisait des progrès surprenants. Elle commençait à parler davantage. D'abord par petits mots, puis par phrases courtes. Sa force physique s'améliorait de jour en jour, et elle pouvait désormais se déplacer dans une grande partie de la maison en fauteuil roulant, suivant toujours Pedro dans ses aventures. Antonio, de son côté, a commencé à passer plus de temps à la maison. Il a délégué davantage de responsabilités dans son entreprise afin d'être présent et de suivre les progrès de sa fille. Petit à petit, il s'est également rapproché de Peter, qu'il avait d'abord traité avec un mélange de gratitude et de distance, mais qu'il commençait désormais à considérer presque comme son fils. Doña Elvira a pris en charge la maison avec l'efficacité de quelqu'un qui connaît bien le métier. En quelques jours, le personnel, auparavant démoralisé par l'atmosphère oppressante, a réagi positivement à sa direction bienveillante mais ferme. C'est lors d'un dîner, célébrant le premier mois de l'arrivée de Doña Elvira et Pedro au manoir, que le passé refit enfin surface. Tout le monde était assis à la grande table de la salle à manger, ce qui était inhabituel, car Antonio mangeait habituellement seul dans son bureau et Sofia dans sa chambre avec l'infirmière. « Pedro, ne mets pas trop de sauce dessus », lui conseilla gentiment Doña Elvira. « Laissez-le faire, sonora Elvira, » dit Antonio en souriant. « Les enfants font des bêtises de temps en temps. » La vieille femme le regarda d'un air énigmatique. « Vous n'avez pas toujours pensé comme ça », commenta-t-elle avant de pouvoir s'en empêcher. Antonio fronça les sourcils, perplexe. « Comment ça ?
Madame Elvira hésita, comme si elle se débattait intérieurement pour décider si elle devait continuer. Rien, je suis désolée, répondit-elle finalement. Parfois, là je me fais dire des choses qui n'ont pas de sens. Mais Antonio n'était pas convaincu. Il y avait quelque chose dans le regard de la vieille femme, une familiarité qu'il ne parvenait pas à expliquer. Madame Elvira, nous sommes-nous déjà rencontrés, demanda-t-il directement. Je crois que le dessert est prêt, interrompit-elle en se levant précipitamment. J'ai fait ce flan que Pedro et Sofia adorent. Le sujet fut temporairement oublié pendant que les enfants savouraient le flan, mais le doute subsistait dans l'esprit d'Antonio. Cette nuit-là, une fois les enfants endormis, Antonio se rendit dans la chambre de Doña Elvira. Il frappa doucement à la porte. « On peut parler ?» demanda-t-il lorsqu'elle ouvrit la porte, déjà vêtue d'un simple peignoir. Doña Elvira soupira profondément, comme si elle savait que ce moment finirait par arriver. « Entrez » l'invita-t-elle en ouvrant un peu plus la porte. L'appartement était simple mais confortable. Doña Elvira l'avait décoré avec ses rares effets personnels, dont quelques photographies. C'était une de ces photos encadrées sur le mur qui a immédiatement attiré l'attention d'Antonio, la même que Nicolas avait remarqué quelques jours plus tôt, une Doña Elvira beaucoup plus jeune, habillée en gouvernante, à côté d'une femme élégante devant un manoir. « C'est ma mère », s'exclama Antonio en s'approchant de la photo. « Cette maison est le manoir », confirma Doña Elvira, assise dans un fauteuil. « J'ai été la gouvernante ici pendant près de 20 ans. J'ai servi votre mère, Doña Elisa, depuis votre naissance jusqu'à l'incident. » Antonio se tourna vers elle, surpris par la révélation. « Quel incident ?» demanda-t-il d'une voix presque chuchotée. « Je ne me souviens pas de toi. Tu n'avais que 10 ans quand je suis parti, expliqua-t-il. Ta mère m'a mis à la porte quand elle a découvert que je te laissais jouer avec mon fils, Joaquin. Joaquin, répéta Antonio en essayant de fouiller dans ses souvenirs. J'avais un ami qui s'appelait Joaquin. On jouait à cache-cache dans le jardin. Doña Elvira hocha la tête avec un sourire triste. Oui, ils étaient inséparables, mais ta mère trouvait inadmissible que le fils du patron fréquente le fils de la bonne. Quand ils ont découvert notre existence, ils m'ont viré le jour même, sans aucune référence, sans préavis, sans rien. Antonio s'assit lentement, absorbant la révélation. Et Joaquin est le père de Pedro. Oui, confirma Madame Elvira. Il ne s'est jamais remis de l'humiliation de ce jour-là. Il a grandi rempli de ressentiment et d'amertume. Il est devenu un homme amer qui a abandonné sa propre famille. Antonio se couvrit le visage de ses mains. Mon Dieu! Et tout ça? Que Pedro soit le seul capable d'aider Sofia. C'est une sorte de coïncidence, un destin, ajouta Doña Elvira. Je ne sais pas. Je sais juste que lorsque je t'ai vu dans ce parc traiter mon petit-fils comme ta mère avait traité mon fils il y a des décennies, j'ai eu l'impression que le temps ne s'était pas écoulé, que le cycle se répétait. Mais maintenant, c'est différent, dit Antonio en la regardant. Maintenant, je vois l'erreur. Je vois à quel point j'avais tort. Doña Elvira le regarda un long moment. Oui, tu as changé. Mais la question est, ce changement durera-t-il, ou quand Sofia sera complètement rétablie, redeviendras-tu l'homme que j'ai rencontré dans ce parc? La question restait en suspens, lourde et provocatrice. Antonio n'avait pas de réponse immédiate, mais posa une autre question. Pourquoi as-tu accepté de venir ici sachant qui j'étais? Doña Elvira sourit doucement en pensant à Pedro. Elle s'attacha à sa fille dès le premier instant, peut-être nourrie d'un vieil espoir de racheter le passé, de briser le cycle. Antonio resta silencieux un long moment, digérant tout ce qu'il venait d'entendre. Finalement, il se leva et se dirigea vers la porte. Merci de m'avoir dit ça, Doña Elvira. Je promets de ne pas répéter les erreurs de ma mère. Vous et Pedro faites désormais partie de notre famille. La vieille femme hocha la tête sans dire un mot de plus. Quand Antonio est parti, elle a regardé le tableau sur le mur et s'est murmuré, « Seul le temps nous le dira, mon fils. Seul le temps nous le dira. »
Dans les jours qui suivirent, Antonio parut différent, plus introspectif, plus présent. Il commença à participer activement aux matchs de Sofia et Pedro, ce qu'il n'avait jamais fait auparavant. Il a commencé à poser davantage de questions sur le passé de Doña Elvira, sur les années où elle avait travaillé pour sa famille, sur ce qu'il avait été lui-même lorsqu'il était enfant. « Tu étais une enfant adorable », dit Doña Elvira un après-midi alors qu'il regardait les enfants jouer dans le jardin, avant que ta mère ne commence à te modeler à son image. « Comment ça ?» demanda Antonio, sincèrement curieux. Doña Elisa était une femme difficile, obsédée par son statut et son apparence. Après la mort de votre père, sa situation s'est aggravée. C'était comme si elle voulait faire de vous l'héritier idéal. Antonio hocha lentement la tête, se souvenant de la rigueur de sa mère, des règles infinies de l'étiquette, des exigences constantes de perfection, et dit, « Je suis devenu exactement ce qu'elle voulait. » Il conclut avec un profond soupir. « Pas tout à fait, » répondit Doña Elvira. « Tu es là maintenant. Tu refuses d'admettre tes erreurs. Tu essaies d'être un meilleur père pour Sofia. Ta mère n'en aurait jamais été capable. » La conversation fut interrompue par des cris de joie provenant du jardin. Sofia avait réussi à sortir de son fauteuil roulant et, aidée par Pedro, traversait la pelouse d'un pas hésitant. « Papa, regarde » cria-t-elle d'une voix d'enfant. « Je marche. » Antonio courut vers sa fille avec des larmes dans les yeux, s'agenouilla devant elle et la serra doucement dans ses bras. « Tu marches, ma princesse » s'exclama-t-il, ému. « Tu es incroyable. » Sofia sourit fièrement. « Pedro m'a aidé » a-t-il dit. « Que j'en étais capable. » Antonio regarda le garçon qui regardait la scène avec un sourire timide. « Merci, Pedro » dit-elle en tendant la main pour serrer le garçon dans ses bras. « Tu es un garçon vraiment spécial. » Cette nuit-là, après avoir mis Sofia au lit, Antonio trouva Pedro toujours éveillé, assis sur le balcon de l'appartement. « Tu n'arrives pas à dormir, champion ?» demanda-t-elle en s'asseyant à côté de lui. « Je pense à Sofia » répondit le garçon. « Elle pourra jouer davantage maintenant qu'elle marche un peu. » Antonio sourit, ému par la véritable inquiétude du garçon. « Tu sais, Pedro ? Tu as changé la vie de Sofia. Tu as changé la mienne aussi. » Le garçon le regarda, confus. « Je lui ai juste donné un peu de pain, » dit-il simplement. « C'était bien plus que ça, » répondit Antonio. « Tu lui as donné quelque chose que tous les médecins et tout l'argent dont je dispose n'ont pas pu lui offrir. Une véritable amitié. » Pedro sourit, ne comprenant pas vraiment ce que voulait dire Antonio, mais heureux du compliment. « Est-ce que je peux vivre ici pour toujours ?» demanda-t-elle avec hésitation. « Moi et grand-mère. »« Bien sûr que tu peux, » répondit Antonio sans hésiter. « C'est chez toi maintenant. » Le lendemain, Antonio a surpris tout le monde en annonçant qu'il prendrait des vacances prolongées loin de son entreprise. Pour la première fois depuis des années, il a décidé que sa priorité serait sa famille, pas seulement Sofia, mais aussi Pedro et Doña Elvira, qui étaient devenus une partie essentielle de sa vie. « Je pense emmener les enfants à la maison de plage de Belbé » dit-elle au petit déjeuner. « L'air marin fera du bien à Sofia. Et Pedro n'a probablement jamais vu l'océan. » Doña Elvira le regarda avec une expression mêlant surprise et approbation. « C'est une excellente idée » a-t-il convenu. « Les enfants vont adorer. » Pendant le petit déjeuner, le téléphone d'Antonio sonna avec insistance. C'était Ricardo, son bras droit dans l'entreprise, avec des nouvelles urgentes concernant une négociation importante. « Je peux te rappeler plus tard ?» demanda Antonio, surprenant Ricardo. « Je prends le petit déjeuner avec ma famille. » Lorsqu'il raccrocha, il réalisa que tout le monde à table le regardait avec surprise. Avant, Antonio interrompait n'importe quel repas, n'importe quel moment en famille pour prendre des appels professionnels. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demanda-t-il en prenant une tranche de pain grillé. « Ça te dérange de vouloir prendre le petit déjeuner avec toi ?» Doña Elvira sourit avec satisfaction. « Pas de problème, on s'habitue juste au nouvel Antonio. » Le voyage à la maison de plage était prévu pour plus tard cette semaine.
Pedro était particulièrement impatient, comptant les jours jusqu'à ce qu'il voie l'océan pour la première fois. Sofia a également fait preuve d'enthousiasme, posant constamment des questions sur les poissons et les coquillages qu'il pouvait trouver. La veille du départ, alors que tout le monde préparait ses valises, la sonnette retentit. Nicolas alla répondre et revint avec une expression inquiète. « Monsieur Antonio, il y a ici une jeune femme qui insiste pour vous parler. Elle prétend être la mère de Pedro. » Le silence emplit la pièce. Doña Elvira pâlit et Antonio sentit une pression dans sa poitrine. « Comment l'as-tu trouvée? Pourquoi revenir maintenant après tout ce temps? Où est-elle? Demanda-t-il en essayant de garder son calme. Dans le salon, répondit Nicolas. Je devrais appeler Doña Elvira. Antonio réfléchit un instant. Laisse-moi lui parler d'abord. Ne dis rien à Pedro pour l'instant. En entrant dans la pièce, Antonio trouva une jeune femme d'à accent grave peine 30 ans, aux traits similaires à ceux de Pedro, mais avec une expression sévère sur son visage. Elle portait des vêtements simples mais soignés. Je m'appelle Antonio Méné, se présenta-t-il. Que puis-je faire pour vous? La femme le regarda avec un mélange de défi et de nervosité. Je m'appelle Daniel. Je suis la mère de Pedro. Je viens le chercher. Antonio sentit un frisson lui parcourir l'échine. Comment savais-tu que j'étais là? Demanda-t-il, essayant de gagner du temps pour rassembler ses pensées. Un voisin de l'occupation a vu votre chauffeur venir chercher ma mère et mon fils, a-t-il expliqué. Il n'a pas été difficile de découvrir où vivait le grand Antonio Méné. Il y avait un ton amer dans sa voix, un mélange d'envie et de ressentiment. Tu as abandonné ton fils, dit Antonio sans détour. Pourquoi reviens-tu maintenant? Daniel haussa les épaules, mal à l'aise. C'est mon fils. J'ai le droit de le voir quand je veux. Et qu'est-ce qui a changé? Pourquoi le veux-tu maintenant? La femme détourna le regard. Ma vie est plus stable. J'ai trouvé un travail. J'ai un logement décent. Antonio n'était pas convaincu. Il se passait autre chose. Combien? Demanda-t-il directement. Quoi? Daniel parut offensé. Combien de temps veux-tu qu'il vive avec nous? Demanda Antonio. J'imagine que tu as découvert que ton fils vit dans la maison d'un millionnaire. Ce que tu veux vraiment, ce n'est pas ton fils, c'est de l'argent. L'expression de Daniel se durcit, mais il ne nia pas l'accusation. Tu ne sais rien de moi, dit-elle pour se défendre. Pedro est mon fils, et je l'emmène avec moi. À moins que, à moins que tu ne veuilles conclure un marché. Quel genre d'accord? Demanda Antonio, connaissant déjà la réponse. Un soutien financier, quelque chose pour m'aider à repartir à zéro, disons 100 000 euros. Antonio la regarda avec un mélange de pitié et de mépris. C'était exactement ce que je soupçonnais. Savez-vous ce que votre fils représentait pour nous? Demanda-t-elle d'une voix calme. Il a sauvé ma fille. Il l'a littéralement ramenée à la vie. Daniel semblait indifférent. C'est bon pour votre fille. 100 000 euros, ce n'est rien pour vous, monsieur Méné. C'est un petit prix à payer pour garder le sauveur de votre fille, n'est-ce pas? Avant qu'Antonio ne puisse répondre, la porte de la pièce s'ouvrit. Madame Elvira entra. Son visage était un masque de déception à la vue de sa fille. Alors, c'est pour ça que tu es venu? Daniel, vends ton propre fils. Daniel semblait rétrécir sous le regard de sa mère. Maman, n'est-ce pas? Dit-il. Ne me mens pas, interrompit Doña Elvira. Tu as abandonné ton fils pendant 2 ans. 2 ans sans un appel, sans une visite. Et maintenant, tu réapparais alors que tu penses pouvoir en tirer profit. Antonio a observé l'interaction entre la mère et la fille, réalisant la profonde douleur de Doña Elvira. Daniel, puis-je faire une autre suggestion? Intervint-il. Les 2 femmes le regardèrent. Je ne vais pas te donner 100 000 ou 1000 euros pour te faire disparaître de la vie de Pedro, a-t-elle déclaré fermement. Rire perpétuerait un cycle d'abandon et de négligence qui a déjà causé trop de dégâts.
Daniel ouvrit la bouche pour protester, mais il leva la main pour demander le silence. En échange, je vous offre un emploi dans l'une de mes entreprises, un salaire équitable, des avantages sociaux, une chance d'avancement et la possibilité de reconstruire lentement une relation avec votre fils sous la supervision de Doña Elvira. Bien sûr. Doña Elvira le regarda avec surprise. Ce n'était pas ce à quoi elle s'attendait. Pourquoi ferais-tu ça? Demanda Daniel avec méfiance. Parce que je crois que les gens peuvent changer, répondit Antonio, pensant à sa propre transformation. Et parce que Pedro mérite de connaître sa mère si elle est vraiment prête à être une mère pour lui. Daniel semblait sans voix. Visiblement, ce n'était pas ce à quoi elle s'attendait. Réfléchis bien, ma fille, lui conseilla Madame Elvira d'une voix plus douce. C'est l'occasion de bien faire les choses cette fois. Après un long silence, Daniel prit la parole. Que se passe-t-il si je refuse? Que se passe-t-il si j'insiste pour emmener Pedro avec moi? Antonio prit une profonde inspiration. Alors on ira au tribunal. Je peux me permettre les meilleurs avocats du pays si ta mère a la preuve de ton abandon. Mais je ne veux pas faire ça. Je ne veux pas que Pedro vive ce traumatisme. La réalité de la situation sembla finalement frapper Daniel. Ses options étaient limitées, et l'offre d'Antonio, même si elle ne représentait pas l'argent facile qu'il espérait, était probablement celle qu'il pourrait trouver seul. Quel genre de travail serait ce? Demanda-t-elle finalement. Ça dépend de tes compétences, répondit Antonio. Que sais-tu faire? Daniel hésitait. J'ai travaillé comme caissière dans un supermarché et j'ai suivi une formation de secrétariat, mais je n'ai jamais trouvé de travail dans ce domaine. Nous pouvons commencer par un poste administratif, a suggéré Antonio, avec des possibilités d'avancement en fonction de vos performances. Les minutes qui suivirent furent tendues, Daniel semblant peinant à prendre sa décision. Il finit par pousser un soupir de défaite. D'accord, j'accepte ta proposition, mais je veux voir mon fils. Doña Elvira et Antonio échangèrent un regard. Il faut d'abord le préparer, dit Doña Elvira. Il ne t'a pas vu depuis 2 ans, Daniel. Tu ne peux pas faire semblant. Antonio hocha la tête. Faisons-le comme ça. Nous maintenons notre projet d'aller à la maison de plage. Ce sera bien pour les enfants. En attendant, commence à travailler, installe-toi, et nous planifierons soigneusement ta réintégration dans la vie de Pedro. Daniel ne semblait pas enthousiaste à propos du report, mais a accepté à contre-cœur les conditions. Quand est-ce que je reviendrai pour plus de détails, a-t-elle demandé. Lundi, après notre retour de la plage, répondit Antonio. Venez à ma boutique, à cette adresse. Il a écrit quelque chose sur un morceau de papier et le lui a tendu. Je parlerai personnellement au service des ressources humaines pour vous embaucher. Après le départ de Daniel, Doña Elvira s'est effondrée dans un fauteuil, l'air épuisé. Merci, dit-il en regardant Antonio, de ne pas l'avoir laissé prendre Pedro. Je n'aurais jamais permis ça, répondit-elle en s'asseyant à côté de lui. Mais je pense aussi que si elle veut vraiment changer, elle mérite une chance pour Pedro. Doña Elvira hocha lentement la tête. Tu as beaucoup changé, Antonio. On dirait même que tu n'es plus ce type arrogant du parc. Antonio sourit tristement. J'avais besoin d'un enfant de 4 ans pour m'apprendre ce qui compte vraiment dans la vie. Mieux vaut tard que jamais, non? Le voyage jusqu'à la maison de plage se déroula sans incident. Peter, inconscient du drame qui se déroulait autour de lui, fut stupéfait par son premier aperçu de l'océan. Sofia, inspirée par l'enthousiasme de son ami, faisait des progrès impressionnants et était désormais capable de faire plusieurs pas sans aide. Antonio regardait les enfants jouer dans le sable sous l'œil attentif de Doña Elvira. Son cœur était empli d'une paix qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Depuis avant la naissance de Sofia, depuis avant que sa femme Clara ne le quitte. Comme si ses pensées l'appelaient, son téléphone sonna. Le numéro était inconnu, mais quelque chose le poussait à répondre. Bonjour, Antonio. La voix féminine à l'autre bout du fil était tremblante, mais indéniablement familière. Je suis Clara.
Il resta sans voix pendant un moment, surpris d'entendre la voix de son ex-femme après si longtemps. « Comment ? Comment as-tu obtenu ce numéro ? Demanda-t-il finalement. « Ma secrétaire me l'a donné. Elle m'a dit que tu étais en vacances. »« Tu ne prends jamais de vacances, Antonio. »« Tu vas bien, Sofia ?»« Sofia va très bien, » répondit-elle, se remettant du choc initial. En fait, elle fait des progrès incroyables. Elle commence déjà à faire quelques pas toute seule. Le silence à l'autre bout du fil était chargé d'émotion. Vraiment, dit Clara, la gorge serrée. C'est merveilleux. Les médecins ont dit que je ne pourrais peut-être jamais marcher. Les médecins se sont trompés, interrompit Antonio. Ou plutôt, ils n'avaient pas compté sur Pedro. Qui est Pedro ? Demanda Clara, perplexe. Antonio regarda la plage où le garçon construisait un château de sable avec Sofia. C'est une longue histoire. Un garçon est entré dans nos vies et a tout changé. Grâce à lui, Sofia est enfin heureuse. Et moi aussi. As-tu changé, Antonio ? Clara remarqua la surprise évidente dans sa voix. Tu as l'air différent. Je suis différent, confirma Théil. J'ai pris conscience de beaucoup de choses ces derniers mois, notamment de mon injustice envers toi. Clara resta silencieuse un instant. Je n'aurais jamais cru entendre ça de ta part, dit-il finalement. On peut changer. Clara, j'ai changé. Il y eut un autre long silence. Puis Clara prit la parole. Je retourne au Brésil la semaine prochaine. J'aimerais voir Sofia si ça ne te dérange pas. Antonio n'a pas hésité. Bien sûr que tu peux la voir. C'est aussi ta fille. Je pense que ce serait vraiment bien pour elle. Merci. La gratitude de Clara était palpable. Je t'appellerai dès mon arrivée. Et Antonio, je suis content que tu aies trouvé un peu de paix. Après avoir raccroché, Antonio resta là un moment à absorber la conversation. Inattendu. Tant de changements en si peu de temps. C'était comme si l'univers réajustait tout dans sa vie. Il marcha jusqu'à la plage et s'assit à côté de Doña Elvira, qui tricotait tout en regardant les enfants. C'était Clara au téléphone, dit-il, digérant encore la conversation. Elle retourne au Brésil, elle veut voir Sofia. Madame Elvira le regarda attentivement. Et qu'est-ce que tu en penses ? Antonio réfléchit un instant. Étrangement en paix, répondit-il sincèrement. Sofia mérite de connaître sa mère et Clara. Elle ne l'a pas abandonnée parce qu'elle ne l'aimait pas. Elle est partie parce qu'elle ne supportait pas de me voir obsédé par l'idée de soigner notre fille au lieu de simplement l'aimer telle qu'elle est. Tu as vraiment changé, Antonio, dit Doña Elvira avec un doux sourire. Et ce changement vient de l'intérieur. Il a fallu un petit enfant pour réveiller quelque chose qui était déjà en toi, simplement endormi. Antonio regarda Pedro, qui aidait maintenant Sofia à placer des coquillages au sommet du château de sable. Tu sais, quand il a abordé Sofia ce jour-là au parc, mon premier réflexe a été la suspicion, la peur. Maintenant, je réalise que c'était mes propres préjugés qui parlaient. Tout ce que je voulais, c'était partager mon pain avec quelqu'un qui avait l'air triste. Une leçon de générosité si simple et si profonde. Les journées à la plage se sont déroulées paisiblement, pleines de découvertes pour les enfants et de réflexions pour les adultes. Sofia a continué à faire des progrès étonnants, non seulement physiquement, mais aussi dans sa communication et ses interactions sociales. Le lien entre elle et Pedro se renforçait de jour en jour. Une amitié pure et désintéressée qui a touché le cœur de tous ceux qui l'ont observé. Chers auditeurs, si vous avez apprécié l'histoire, laissez un like et, surtout, abonnez-vous à la chaîne. Cela nous aide, nous qui débutons, à continuer. Le dernier jour avant leur retour en Espagne, tandis que les enfants dormaient épuisés après une journée de jeu, Antonio et Doña Elvira étaient assis sur la terrasse de la maison de plage, contemplant l'océan au clair de lune. Demain, on revient à la réalité, commenta Antonio en buvant une gorgée de thé. Et il faut s'occuper de Daniel et Clara. Doña Elvira soupira.
Je m'inquiète de la réaction de Pedro quand il retrouvera sa mère. Il était si jeune quand elle est partie. Il se souvient à peine d'elle. Nous préparons soigneusement le terrain, lui assura Antonio. Je ne la laisserai pas souffrir davantage. Ils restèrent silencieux un instant, écoutant le bruit des vagues. Antonio, puis-je te poser une question personnelle, demanda finalement Doña Elvira. Bien sûr. Que s'est-il passé entre toi et Clara? Parce qu'elle est vraiment partie. Antonio respira profondément, plongé dans des souvenirs douloureux. Après la naissance de Sofia et le diagnostic, je suis devenu obsédé. Je voulais trouver un remède, un traitement miracle. J'ai dépensé une fortune en consultant des spécialistes du monde entier. C'était comme si je ne pouvais pas accepter que ma fille ne soit pas normale. Il s'arrêta, sentant le poids de ses propres actions. Clara voulait juste aimer Sofia telle qu'elle était. Elle disait que nous devrions nous concentrer sur sa qualité de vie, sur son bonheur, et non sur l'idée de la réparer. Nous avons eu de terribles disputes à ce sujet. Je l'ai accusé de ne pas se soucier suffisamment de l'abandon de notre fille. Mais c'est vraiment toi qui n'as pas accepté Sofia telle qu'elle était, ajouta gentiment Doña Elvira. Exactement, confirma Antonio, les larmes aux yeux. Clara n'en pouvait plus. Il disait qu'il était tellement obsédé par l'état de Sofia qu'il ne la voyait plus comme une enfant, mais comme un problème à résoudre. Il avait raison. Doña Elvira posa sa main ridée sur la sienne dans un geste de réconfort. L'important c'est que tu t'en sois rendu compte et que tu changes. Merci Pedro, dit Antonio avec un sourire triste. Il voyait en Sofia quelque chose que nous, les adultes soi-disant sages, ne voyons pas. Juste une petite fille qui voulait être aimée et avoir un ami. Le lendemain matin, ils rentrèrent chez eux en Espagne. Le manoir, qui leur avait semblé froid et hospitalier, était désormais plein de vie et de couleurs. Pendant leur absence, une partie du matériel médical le plus invasif avait été retiré de la chambre de Sofia et remplacé par des jouets et des livres. J'ai demandé des changements, expliqua Antonio, remarquant l'air surpris de Doña Elvira. Sofia ne devrait pas vivre dans un environnement qui ressemble plus à un hôpital qu'à une maison. Le lendemain, comme convenu, Daniel s'est présenté à l'entreprise d'Antonio, a été personnellement accueilli par lui et dirigé vers le service des ressources humaines pour commencer le processus de recrutement. N'oubliez pas, a déclaré Antonio avant de la laisser à l'équipe des ressources humaines, c'est une véritable opportunité de prendre un nouveau départ, pas seulement un accord financier. Daniel se sentait plus sobre que lors de leur première rencontre. Je comprends, et merci pour cette opportunité. Cette même nuit, Antonio et Doña Elvira parlèrent à Pedro de sa mère. Ce fut une conversation délicate, soigneusement préparée pour éviter de traumatiser l'enfant. Pedro, te souviens-tu de ta mère, demanda gentiment Madame Elvira. Le garçon semblait pensif. Un peu, répondit-il d'un ton incertain. Il a les cheveux longs, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai, a confirmé Doña Elvira. Tu sais, ta mère est de retour. Elle a vraiment hâte de te revoir. Les yeux de Pedro s'écarquillèrent. Un mélange de surprise et de confusion. Veux-tu m'emmener avec elle, demanda sa petite voix, trahissant sa peur. Je ne veux pas partir avec elle, je veux rester avec Sofia. Antonio s'agenouilla pour se mettre à la hauteur du garçon. Non, Pedro, personne ne t'emmènera. C'est ta maison maintenant. Ta mère veut juste mieux te connaître, voir comment tu grandis. Que penses-tu que tu ressentirais si tu la voyais? Pedro réfléchit un instant. D'accord, mais toi et grand-mère, vous resterez avec moi, n'est-ce pas? Bien sûr, assura Doña Elvira en serrant son petit-fils dans ses bras. Nous serons toujours avec toi. La rencontre entre Daniel et Pedro était prévue pour le dimanche suivant à la maison. Ce serait un déjeuner de famille, tous présents pour soutenir l'enfant. Antonio a insisté pour que Sofia et Doña Elvira soient là pour que Pedro se sente en sécurité. Pendant qu'il préparait cette réunion, une autre importante approchait. Clara était arrivée au Brésil et se rendait à l'UCE pour rendre visite à Sofia. Antonio était nerveux à l'idée d'accueillir son ex-femme.
Clara n'avait pas beaucoup changé depuis son départ. Elle était toujours élégante, d'une beauté classique, mais son regard avait quelque chose de différent. De la maturité, peut-être, ou simplement l'effet du temps et des expériences de la vie. « Comment vas-tu » demanda-t-elle après les salutations habituelles. « Tu as l'air différent. » Antonio sourit légèrement. « Oui, je suis différent. Beaucoup de choses ont changé ces derniers mois. Votre secrétaire a mentionné quelque chose à propos d'un enfant qui vit ici avec sa grand-mère. »« C'est une longue histoire, » dit Antonio. « Mais avant de te la raconter, je suis sûr que tu veux voir Sofia. » Clara le sentit. L'émotion se reflétait sur son visage. « Oui, s'il vous plaît. » Antonio la conduisit au jardin, où Sofia jouait avec Pedro. La petite fille se tenait debout, appuyée sur son déambulateur, riant tandis qu'elle essayait d'attraper les bulles de savon que le garçon soufflait. Clara porta ses mains à sa bouche et des larmes jaillirent immédiatement de ses yeux. « Mon Dieu, elle est debout et rit. » Sofia remarqua sa présence et regarda Clara avec curiosité. Son regard ne trahissait aucune reconnaissance, ce qui était normal, Clara étant partie alors qu'elle n'était encore qu'un bébé. « Sofia, voici Antonio » hésita-t-il, ne sachant pas comment présenter Clara. « Maman, ex-femme, viens me voir. »« Je suis une amie de ton père » ajouta Clara en souriant à travers ses larmes. « Je m'appelle Clara. »« Je suis ravie de te rencontrer, Sofia. » Sofia sourit timidement. « Toi, dit-elle de sa petite voix claire, tu veux jouer avec nous ?» Clara regarda Antonio, lui demandant silencieusement la permission. Il hocha la tête, l'encourageant. « J'adorerais jouer avec vous » répondit Clara en s'approchant des enfants. Pedro, toujours gentil, tendit immédiatement la bouteille de bulles à Clara. « Sais-tu comment faire de grosses bulles » demanda-t-il avec enthousiasme. « Je fais juste des petites bulles. » Clara rit, ravie par la joie du garçon. « Faisons-le ensemble. »« Qu'en penses-tu, Antonio ?» Il observait la scène avec un cœur battant. Sofia, Pedro et Clara jouaient ensemble dans le jardin, leur rire résonnant dans l'air. Un spectacle qui aurait semblé impossible il y a quelques mois. Doña Elvira les a rejoints en apportant un plateau avec de la limonade et des biscuits. « Tu as bien fait » commenta-t-il en posant le plateau sur une table voisine. Sofia méritait de rencontrer sa mère. Antonio hocha la tête pensivement. « Je pense que nous méritons tous une seconde chance, n'est-ce pas? Moi, Clara, même Daniel, surtout quand il y a des enfants. » Doña Elvira hocha la tête. Après l'après-midi de jeu, lorsque Doña Elvira a emmené les enfants à l'intérieur pour le goûter, Antonio et Clara se sont assis sur un banc du jardin pour discuter. « Merci de m'avoir permis de la voir, » dit Clara, émue. « Elle est si belle, si heureuse, si différente de ce que j'avais imaginé toutes ces années. »« Je devrais aussi te remercier, » répondit Antonio, « de ne pas te battre pour la garde, de ne pas rendre les choses plus difficiles. » Clara laissa échapper un profond soupir. « Ce n'était pas facile de partir, Antonio, mais tu ne m'as pas écouté. Tu étais tellement obsédé par la guérison de Sofia que tu n'as pas vu le mal que tu me faisais, à toi-même et surtout à elle. Tu avais raison, admis-il humblement. Il m'a surtout fallu une leçon de vie donnée par un enfant de 4 ans pour m'en rendre compte. » Clara sourit en regardant vers la maison. « Raconte-moi son histoire. Comment Pedro est-il entré dans ta vie ?» Antonio a raconté toute l'histoire depuis leur rencontre dans le parc jusqu'aux derniers événements avec Daniel. Clara écoutait attentivement, parfois en riant, parfois avec des larmes aux yeux. « C'est incroyable tout ce qu'un enfant peut nous apprendre », a-t-il commenté par la suite. « Et maintenant, que se passera-t-il quand Daniel reviendra dans ta vie ? » Nous prenons toutes les précautions nécessaires, a expliqué Antonio. Nous souhaitons une réintroduction progressive et sans traumatisme. Doña Elvira sera toujours là, et Daniel sait que Pedro continuera à vivre ici. Et nous, demanda Clara prudemment. Enfin, Sofia et moi pouvons encore lui rendre visite. Bien sûr, répondit Antonio sans hésiter. En fait,
je me disais que tu aimerais peut-être passer plus de temps avec elle. Peut-être que tu aimerais revenir. Clara le regarda avec surprise. Revenir? Que veux-tu dire? Je ne suggère pas que nous reprenions notre mariage, clarifia rapidement Antonio. Je pense que nous avons tous les deux trop changé pour cela, mais tu pourrais avoir ton propre espace ici pour être près de Sofia. Clara considéra l'offre, visiblement émue. C'est tentant, a-t-il admis, mais je dois y réfléchir. J'ai construit ma vie à Paris ces dernières années. Bien sûr, sans pression, assura Antonio. C'est juste une possibilité. Le dimanche est arrivé et avec lui la rencontre entre Pedro et sa mère. Daniel arriva à l'heure, vêtue simplement mais élégamment. Elle semblait nerveuse, plus vulnérable que lors de leur précédente rencontre. Pedro avait été soigné toute la matinée par Doña Elvira et Antonio. Il lui avait expliqué qu'il venait le voir, mais lui avait assuré à plusieurs reprises qu'il ne partirait pas, qu'il continuerait à vivre là avec eux et Sofia. Quand il vit enfin sa mère, le garçon resta immobile, la regardant avec un mélange de curiosité et d'hésitation. Daniel, de son côté, semblait ému de voir son fils. « Salut, Pedro » dit-il en s'agenouillant à sa hauteur. « Tu te souviens de moi ?» Pedro regarda Doña Elvira comme pour obtenir confirmation. Grand-mère lui fit un geste d'encouragement. « Un peu » répondit-il timidement. « Tu es ma mère, n'est-ce pas ?» Daniel hocha la tête, les larmes aux yeux. « Oui, c'est moi. Tu as tellement grandi. Tu es si beau. » Pedro ne courut pas la prendre dans ses bras comme elle aurait pu s'y attendre. Il resta près de sa grand-mère, toujours incertain. « Veux-tu rencontrer mon amie Sofia » demanda-t-il après un moment de silence. La question a surpris Daniel, qui s'est tourné vers Antonio comme s'il cherchait des conseils. « Bien sûr » répondit-elle en essayant de paraître enthousiaste. Pedro prit la main de sa mère et la conduisit à Sofia, qui attendait avec Antonio à quelques pas. « Sofia, voici ma mère. » Il la présenta avec la simplicité d'un enfant. « Maman, voici Sofia, ma meilleure amie. » Daniel sourit à la fille. « Bonjour Sofia. Enchanté de vous rencontrer. » Sofia, toujours timide avec les étrangers, hocha légèrement la tête. « Bonjour » répondit-elle d'une voix presque chuchotée. Le déjeuner se déroula dans une atmosphère tendue, mais sans incident majeur. Daniel tenta d'engager la conversation avec Pedro, lui posant des questions sur ses jeux, ses goûts et sa vie au manoir. Le garçon répondait poliment, mais revenait toujours vers Sofia ou vers les adultes auxquels il était habitué. Après le déjeuner, Pedro a invité Daniel à voir ses jouets dans la chambre qu'il partageait avec Sofia. C'était un geste significatif, une petite ouverture vers sa mère et son monde. Pendant que les enfants montraient sa chambre à Daniel, les adultes discutaient dans le salon. « Comment ça va au travail » demanda Madame Elvira à Antonio, inquiète pour sa fille. « Excellemment bien » a répondu ma responsable RH. Elle dit qu'elle est ponctuelle, dévouée et qu'elle apprend vite. Elle semble très investie. Doña Elvira poussa un soupir de soulagement et fut remplie d'espoir. Peut-être qu'il veut vraiment changer. Les gens peuvent changer, a commenté Clara, invitée à déjeuner à la demande d'Antonio. J'ai changé. Antonio a changé. Nous avons tous changé, a convenu Antonio. La question est de savoir si nous évoluons pour le mieux. Quand Daniel revint avec les enfants, une lueur différente illumina ses yeux. Quelque chose s'était produit dans cette pièce. Une connexion commençait à se créer. « Merci pour aujourd'hui » dit-il en lui disant au revoir. « Puis-je revenir la semaine prochaine ?» « Bien sûr » répondit Antonio. « En fait, nous pensions organiser une sortie aux eaux dimanche prochain. Peut-être aimeriez-vous vous joindre à nous. » L'invitation a visiblement surpris Daniel, qui ne s'attendait pas à être inclus si rapidement dans les plans familiaux. « J'adorerais » acquiesça-t-elle, émue. « Merci beaucoup. » Alors qu'il regardait Daniel s'éloigner, Doña Elvira s'autorisa un petit sourire plein d'espoir. « Je pense que c'était un bon début »
a-t-il commenté. Oui, c'était le cas, acquiesça Antonio. Pour nous tous. Les semaines suivantes ont apporté une série d'ajustements et de nouveaux plans. Clara a décidé de prolonger son séjour au Brésil et a loué un appartement près du manoir afin de pouvoir rendre visite régulièrement à Sofia. Daniel a continué à travailler et a rendu visite à Pedro tous les dimanches, construisant progressivement une relation avec son fils. Sofia a continué à faire des progrès remarquables. Elle utilisait désormais le déambulateur avec assurance et osait même faire quelques pas seule. Sa communication s'était également considérablement améliorée et les médecins étaient impressionnés par son évolution. Un après-midi ensoleillé, alors que les enfants jouaient dans le jardin sous l'œil vigilant de Doña Elvira, Antonio reçut un appel inattendu. C'était un célèbre neurologue parisien qu'elle avait consulté quelques mois plus tôt, alors qu'elle était encore dans sa phase obsessionnelle de recherche de traitement pour Sofia. Monsieur Ménet, j'ai des nouvelles d'un traitement expérimental qui pourrait être bénéfique pour votre fille, a déclaré le médecin avec enthousiasme. Il s'agit d'une thérapie révolutionnaire qui a donné des résultats prometteurs dans des cas comme celui de Sofia. Antonio écoutait attentivement, mais quelque chose avait changé en lui. Docteur, merci beaucoup de nous avoir contactés, mais Sofia se porte à merveille avec la kinésithérapie conventionnelle et, surtout, avec la stimulation socio-émotionnelle qu'elle reçoit. Je comprends votre hésitation, mais ce traitement pourrait considérablement accélérer votre rétablissement, a insisté le médecin. Sofia n'a pas besoin d'être soignée ou accélérée, répondit Antonio avec une conviction qui l'aurait surpris. Elle grandit à son rythme, heureuse et aimée, et c'est tout ce qui compte désormais. Après avoir raccroché, Antonio resta pensif. Tant de choses avaient changé en si peu de temps. La réponse était juste devant lui, dans le jardin. Pedro, le garçon qui était entré dans leur vie par hasard et qui, avec sa simple générosité, leur avait enseigné à tous une profonde leçon sur ce qui comptait vraiment. Cette nuit-là, après que les enfants se soient endormis, Antonio a réuni tous les adultes dans le salon, Doña Elvira, Clara et même Daniel, qui avaient été invités à un dîner spécial. Je voulais te dire quelque chose, commença-t-il, un peu nerveux. Aujourd'hui, j'ai reçu un appel d'un spécialiste parisien qui m'a proposé un traitement expérimental pour Sofia. Clara se tendit instantanément, se souvenant des vieilles obsessions d'Antonio. Et que lui as-tu dit, demanda-t-elle prudemment. À sa grande surprise, Antonio sourit. J'ai dit non. J'ai dit que Sofia progressait merveilleusement bien telle qu'elle est, heureuse et aimée. Et j'ai compris quelque chose d'important. Nous avons passé tellement de temps à essayer de changer nos vies, à chercher des solutions miracles, que nous avons oublié comment vivre, tout simplement. Il les regarda tous avec gratitude. Ce qui s'est passé ici, dans cette maison, ces derniers mois, est quelque chose qu'aucun traitement médical ne pourrait offrir. C'était une rencontre d'âmes blessées qui ont commencé à guérir ensemble. Doña Elvira sourit, émue. C'est drôle comme la vie tourne, n'est-ce pas? Qui aurait cru que mon petit-fils, un garçon pauvre élevé dans la rue, changerait radicalement la vie d'un puissant homme d'affaires, et que le fils de la domestique qu'il avait licencié des décennies plus tôt deviendrait le père du garçon qui sauverait sa petite-fille, ajouta Antonio, faisant référence au fait que Joaquín, le fils de Doña Elvira, était le père de Pedro. Clara, à qui on avait raconté toute l'histoire, secoua la tête, surprise par les coïncidences. On dirait que l'univers a un sens de l'humour particulier, a commenté Daniel, resté silencieuse jusque-là. Elle s'exprimait avec émotion et une capacité infinie à nous donner à tous une seconde chance. Antonio a levé son verre pour porter un toast aux secondes chances et aux leçons que nous apprenons des enfants. 6 mois s'étaient écoulés depuis cette nuit-là. Le manoir de Val Alto, autrefois un lieu froid et aride, avait complètement changé. Les fenêtres, qui restaient auparavant fermées, étaient désormais toujours ouvertes, laissant entrer la lumière et l'air frais. Les couloirs, auparavant silencieux, résonnaient désormais de rires et de conversations. Sofia avait surpris tout le monde par ses progrès. Elle pouvait désormais marcher avec une légère aide et parlait de plus en plus distinctement. Les médecins, jusqu'alors pessimistes, parlaient désormais d'un cas de guérison extraordinaire.
Pedro avait commencé à fréquenter l'école maternelle, se révélant brillant et sociable. Sa relation avec Daniel s'est progressivement renforcée, avec des visites régulières et des week-ends occasionnels passés avec sa mère, qui vivait désormais dans un appartement confortable acheté avec son propre salaire. Clara avait finalement décidé de retourner définitivement au Brésil. Il avait acheté une maison près du manoir et partagé la garde de Sofia avec Antonio dans le cadre d'un accord à l'amiable qui bénéficiait principalement à la petite fille. Doña Elvira continua d'être la gouvernante du manoir, mais plus que cela, elle était le cœur de cette famille inhabituelle. Sa sagesse et sa bienveillance ont permis à tout le monde de rester ensemble, même dans les moments difficiles. Quant à Antonio, la transformation était évidente pour tous ceux qui le connaissaient auparavant. L'homme dur et obsessionnel avait cédé la place à un père présent et aimant, à un ami fidèle et à un être humain plus compatissant. Il avait considérablement réduit sa charge de travail pour passer plus de temps avec Sofia et avait créé une fondation pour aider les enfants souffrant de maladies similaires aux siennes, en leur donnant accès à des traitements et, plus important encore, à des opportunités de socialisation et de développement émotionnel. Un dimanche après-midi, alors que tout le monde était réuni pour un déjeuner en plein air dans le jardin, Antonio regardait les enfants jouer. Sofia, marchant désormais avec une canne colorée, et Pedro, toujours à ses côtés, prêt à l'aider si elle trébuchait. « À quoi penses-tu » demanda Clara en s'asseyant à côté de lui. « Comme tout a changé » répondit-il avec un sourire serein. « Et comme parfois nous avons besoin des personnes les plus inattendues pour nous enseigner les leçons les plus importantes. » À ce moment-là, Sofia est tombée en essayant de courir. Avant qu'un adulte puisse réagir, Pedro était déjà à ses côtés, l'aidant à se relever. « Ce n'est rien, Sofia, dit-il de sa voix enfantine. Tout le monde tombe. L'important, c'est de se relever et de réessayer. » Antonio et Clara échangèrent un regard touchant. Ce bref instant résumait parfaitement le chemin parcouru ensemble. « C'est exactement ça, Peter. » Antonio hocha la tête et s'approcha des enfants. « L'important, c'est de toujours se relever et de réessayer. » Et quand Sofia se releva, déterminée à continuer à jouer malgré sa chute, Antonio ressentit une profonde gratitude pour ce petit garçon qui, avec le simple geste de partager son pain, leur avait appris à tous le vrai sens de la générosité, de l'acceptation et de l'amour inconditionnel. Cette nuit-là, après une journée remplie de joie et de connexion, Antonio a mis Sofia au lit. La petite fille, fatiguée de jouer, regardait son père avec ses grands yeux brillants. « Papa, j'aime Pedro », dit-elle d'une voix endormie. « C'est mon meilleur ami pour la vie. »« Je sais, mon amour », répondit Antonio en lui caressant les cheveux. « Nous avons beaucoup de chance de t'avoir dans nos vies, n'est-ce pas ?» Sofia hocha la tête, les yeux déjà fermés. « Il m'a donné du pain quand j'étais triste et maintenant je ne suis plus jamais triste. » Les simples paroles de la jeune fille ont profondément ému Antonio. C'était vrai. Depuis que Pedro était entré dans leur vie, la tristesse qui pesait autrefois sur le manoir s'était dissipée, remplacée par une joie sincère qui grandissait chaque jour. « Bonne nuit, ma princesse », murmura-t-il en embrassant sa fille sur le front. « Demain, nous passerons une autre merveilleuse journée. » En sortant de la pièce, il rencontra Doña Elvira dans le couloir. « Tu dors déjà » demanda la vieille femme. « Oui, épuisé par tant de matchs », répondit Antonio en souriant. « Monsieur Elvira, vous ne pourrez jamais nous remercier assez pour tout ce que vous et Pedro avez fait pour nous. » La vieille femme secoua la tête, rejetant les remerciements. « Il n'y a pas de quoi être reconnaissant. C'est le destin qui nous a réunis après tant d'années. Peut-être pour réparer les erreurs du passé ou pour nous montrer qu'il n'est jamais trop tard pour changer, » a ajouté Antonio. « Pour tout recommencer », sourit Doña Elvira. Ses yeux sages brillaient d'une émotion contenue. « Tu sais, quand je t'ai vu dans ce parc crier sur mon petit-fils, j'ai pensé que tu étais comme ta mère, dure, inflexible, préoccupée uniquement par les apparences et le statut. Et c'est comme ça que j'étais, » a admis Antonio. « Mais ensuite, j'ai vu quelque chose qui m'a fait tout remettre en question. J'ai vu ma fille sourire pour la première fois depuis des semaines grâce à un morceau de pain que lui avait donné un enfant presque démuni. Pedro avait toujours beaucoup à offrir,
dit fièrement Doña Elvira. Pas en bien matériel, mais en générosité d'esprit. C'est la seule chose qui compte vraiment, et la leçon la plus difficile à apprendre pour quelqu'un qui a passé sa vie à croire que l'argent pouvait résoudre tous les problèmes, acquiesce Antonio. Ils restèrent silencieux un instant, chacun perdu dans ses pensées. Bonsoir, Antonio, dit finalement Doña Elvira en se dirigeant vers son appartement. Demain est un nouveau jour. Un nouveau jour dans une nouvelle vie, répondit-il avec gratitude. Le lendemain matin, le manoir s'est réveillé avec l'énergie typique qui le caractérisait désormais. Pedro fut le premier à se lever, impatient de passer une autre journée à jouer avec Sofia. La jeune fille le suivit bientôt, déterminée à pratiquer ses pas sans l'aide de sa canne. Le petit déjeuner était servi dans le jardin, chose impensable sous l'ancien régime de la maison. Clara était arrivée tôt avec des gâteaux faits maison. Daniel était également là car c'était dimanche, son jour de visite. Antonio regardait la scène avec le cœur plein. Sa fille, heureuse et de plus en plus indépendante, Pedro, le garçon qui avait tout changé par un simple acte de gentillesse. Les femmes qui faisaient désormais partie de cette famille commune, Doña Elvira, avec sa sagesse lucide et son amour maternel retrouvé. Daniel, avec sa détermination à tout recommencer. « À quoi penses-tu, papa ?» demanda Sofia, remarquant son regard distant. Antonio sourit et assit sa fille sur ses genoux. « Je pense à la chance que nous avons, mon amour, à la façon dont la vie nous surprend parfois de la manière la plus inattendue. » Comme quand Pierre m'a donné le pain, demanda-t-il avec la simplicité d'un enfant. Exactement, répondit Antonio en regardant avec reconnaissance le garçon qui mangeait avec enthousiasme un morceau de gâteau. Parfois, la chose la plus simple peut tout changer. Et tandis que le soleil baignait cette famille de fortune, réunie autour d'une table dans le jardin, Antonio savait avec certitude qu'il avait trouvé quelque chose que tout son argent n'aurait jamais pu acheter, le vrai sens de la famille, de l'acceptation et de l'amour inconditionnel. Tout cela grâce à un petit acte de gentillesse de la part d'un garçon qui, malgré ses très petits biens, a été prêt à partager. Fin de l'histoire. Chers auditeurs, si cette histoire vous a touché le cœur, partagez dans les commentaires ce qui vous a le plus ému. Le simple geste de Pedro a changé de nombreuses vies. Votre like et votre abonnement peuvent faire la même chose pour notre chaîne. Nous attendons vos commentaires avec impatience.